Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Bonjour Dominique Roch. Bonjour Isabelle. Dominique, avec ce dernier livre, Le parfum des forêts, c'est une véritable immersion olfactive à laquelle vous nous invitez, fruit de votre longue carrière de sourceur en quête des plus belles plantes pour l'industrie de la parfumerie. De votre enfance et de vos voyages, de votre apprentissage et de votre métier, vous partagez les souvenirs, les questionnements, les convictions et les espoirs. Vous rendez hommage, avec émotion parfois, au métier qui se faufile entre les arbres, bûcherons, planteurs, coupeurs, chasseurs-cueilleurs, agriculteurs, etc. En invitant dans vos pages l'histoire, la littérature, la poésie aussi, vous nous présentez les arbres chers à votre cœur, persuadés de l'urgence à les préserver. Le cèdre, le hêtre, le mélèze et quelques autres. Et surtout, vous lancez un cri d'espérance face à la déforestation, refusant tout fatalisme porté par ce besoin de croire à la réconciliation des arbres et des hommes sous forme d'un appel à la plantation, comme on va le voir. Une fois n'est pas coutume, commençons par la dernière page de votre livre, dans laquelle, je vous vois sourire, vous écrivez « Changeons le courant de l'histoire, aidons les forêts, devenons des semeurs de beauté. Continuons à planter de petits cèdres pour que le parfum enveloppe le mont Liban et ses habitants dans 100 ans, dans 1000, pour toujours. » Fil rouge de votre action et de vos livres, vous vous lancez et vous nous lancez cette invitation à devenir des semeurs de beauté. Comment y répondre ? C'est très, très compliqué. Je crois que c'est un immense sujet qui va s'enraciner plus que dans l'histoire de l'humanité, parce que l'histoire des forêts commence bien avant. Et ce que j'essaie de partager avec les lecteurs dans ce livre, c'est justement cette notion du temps. C'est-à-dire que je crois profondément que les forêts sont éternelles. L'homme fait un passage fugace sur Terre. Donc, on ne peut pas être surpris, au fond, que la rencontre de l'homme et de l'arbre, elle ait été un tremblement de terre absolument terrible, parce que tout nous oppose. Tout nous oppose, mais sans rentrer maintenant dans les détails, en même temps, au point de développement où nous sommes arrivés en tant qu'êtres humains, on commence un peu partout à rendre hommage et à se pénétrer, d'une part, de la nécessité absolue que nous avons des arbres pour survivre, et un cran plus loin de leur incroyable beauté. Je crois que je fais le constat, comme beaucoup d'autres, que les arbres et leur regroupement dans des forêts, c'est probablement la forme la plus aboutie et peut-être la plus réussie du règne vivant. Donc nous devons devenir des semeurs de beauté, des semeurs de plantes, d'arbres et de forêts à renouveler sans cesse. D'autant plus qu'avant de devenir des semeurs, on a été beaucoup des destructeurs, et des destructeurs comme nous le savons si bien le faire, c'est-à-dire à grande échelle. Page 182, vous écrivez « J'ai envie de croire qu'une volonté contagieuse est en marche, une épidémie de lucidité, un besoin irrépressible de sauver des forêts, ce qui peut l'être encore est planter. Planter partout, planter toute la diversité des arbres. Planter sans précipitation, sans craindre ni les excès ni les échecs, les milliards d'arbres que la planète a la place d'accueillir et qui offriront la fraîcheur de leur ombre au monde de demain. » Vous lancez donc une sorte d'appel à l'action, celle de la plantation. L'autre grand sujet pour la sauvegarde des forêts, comme vous l'écrivez, page 42, tout en vous interrogeant, vous dites, est-il raisonnable de croire que l'homme fera demain dans la forêt autre chose que ce qu'il a fait depuis 5000 ans ? Une oscillation entre j'ai envie de croire, je m'interroge, je doute. Comment croire et comment faire pour en être persuadé aujourd'hui ? Je crois qu'il faut être, dans cette affaire, extraordinairement à la fois lucide et ambitieux, et donc au final optimiste. Alors lucide, pourquoi ? Parce qu'il faut être lucide sur l'histoire de l'homme dans la forêt. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que je n'ai pas craint de consacrer quelques chapitres qui remontent loin dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'au fond,
Il y a une première période qui est tellement lointaine qu'on ne s'en souvient pas, c'est les hommes primitifs n'ont pas les outils pour se confronter avec les arbres. Et donc, de gré ou de force, ils font un choix qui est de vivre à l'abri de la forêt, vivre de ses richesses. Quand ils ont besoin de bois, ils prennent le bois qui est tombé par terre. Et puis arrive un basculement majeur, qui pour moi peut-être le plus grand basculement dans l'histoire de l'humanité, c'est l'invention du métal. À partir du moment où on est capable de fondre des haches de bronze, on est capable de rentrer dans la forêt et de tout inverser en disant la nature qui me faisait peur, que je respectais et dans laquelle j'allais m'abriter, je vais la dompter, je vais la vaincre, je vais la dominer. Et c'est l'histoire fantastique que je raconte de l'épopée de Gilgamesh, qui est quand même le texte le plus ancien de l'histoire de l'humanité. On est en moins 2000 avant Jésus-Christ. Et c'est une histoire véritablement extraordinaire parce que c'est comme si ce qui allait nous occuper pendant 5000 ans était raconté dans quelques tablettes d'argile. Alors, comment a-t-on écho et comment avez-vous découvert cette histoire ? Vous parlez de tablettes d'argile, elles sont où ? Comment on les lit ? C'est fascinant. Oui, alors ça, c'est évidemment l'archéologie qui a fait des découvertes extraordinaires sur ce qu'était la Mésopotamie et toutes les civilisations qui s'y sont succédées. Et effectivement, surgit cette épopée de Gilgamesh qui est une épopée dont on va retrouver beaucoup de traces dans la Bible, et notamment l'histoire du déluge, mais pas que. Et ce qui est formidable, c'est que dans les premières tablettes, donc dans les premiers chapitres de cette épopée, Gilgamesh, le roi tout-puissant, pour affirmer sa conquête et sa quête de l'immortalité, dit « Je vais aller dans la forêt des cèdres, je vais me confronter au gardien, je vais le vaincre et je vais couper les cèdres. » Et il le fait. Autrement dit, on a un récit dans lequel les hommes actent que la nature sauvage, c'est fini, c'est eux qui ont gagné et qu'à partir de maintenant, on va passer de l'arbre vivant à l'arbre mort, c'est-à-dire de l'arbre au bois. Pour répondre à votre question, Isabelle, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que on est arrivé à un point aujourd'hui où, au fond, on confronte, sans très bien savoir comment résoudre, un appétit de beauté de la forêt qui est quand même très présent de plus en plus, et puis un appétit de bois. On voit bien qu'au fond, ça serait beaucoup mieux de construire des immeubles en bois que de les construire en béton ou en métal. Alors comment on fait ? Si on veut du bois pour 8 milliards d'êtres humains, c'est compliqué. Et c'est toute cette question de la préservation du capital des forêts et de la production de bois qu'il faut absolument parvenir à résoudre. Je pense que c'est un enjeu qui est posé dans les décennies que nous sommes en train de vivre, qui est un des plus grands enjeux planétaires. Alors, vous parlez de préservation et l'enjeu, c'est les plantations qui, bien sûr, nécessitent du temps, de la patience. Et ce n'est pas forcément le fort de notre civilisation. Et pour l'illustrer, vous nous invitez à relire L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Je disais tout à l'heure, vous invitez la littérature dans vos pages. Une nouvelle qui date de 1953, dont le personnage, Elzéar Bouffier, est en passe de devenir un modèle, écrivez-vous. Racontez-nous pourquoi. Parce que probablement avec quelques décennies d'avance, Giono pose les vraies questions, c'est-à-dire que à rebours de ce qui se passe, y compris dans cette début du XXe siècle dans lequel il situe son histoire, l'homme fait plutôt passer des territoires boisés aux territoires arides. Il continue à couper les arbres. Rappelons que le point le plus bas des forêts françaises, c'est 1850. Et lui dit, comme ça, très tranquillement, qu'il découvre tout d'un coup un berger qui, lui, a les poches remplies de glands et qui arpente toute la journée avec ses troupeaux des collines uniquement couvertes de lavande et d'un peu de romarin, et que petit à petit, il va planter des arbres, que ces arbres vont germer, vont pousser, jusqu'à transformer entièrement un pays. Il suit ça jusqu'à la mort de son personnage. Avec en plus cette chose extraordinaire, c'est que cette nouvelle, qui est assez courte, qui est magnifique, a été écrite à la demande d'une revue américaine qui voulait que des écrivains célèbres fassent part de leurs plus belles rencontres. Et alors, Giono envoie ce texte, qui est admiré, etc. Et puis, les Américains enquêtent. Ils vont sur le terrain et s'aperçoivent qu'il n'y a pas de trace d'Elzéar Bouffier. On le trouve nulle part, à peine des villages qui sont mentionnés. Et en fait, ils ne comprennent pas que la plus belle rencontre de Giono, c'est une rencontre imaginaire. Et alors, il y a toute une histoire autour de cette nouvelle. On vous invite à relire L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono.
toujours dans ce mouvement un peu paradoxal, vous écrivez, page 176, « Une part de l'humanité commence à avoir faim d'arbres et c'est une formidable nouvelle. » Donc là, on est peut-être plus dans l'espérance et cette faim d'arbres que vous avez frôlée tout à l'heure, comment l'expliquez-vous ? C'est ça le paradoxe en fait. Je crois qu'effectivement, on est sans doute dans un mouvement de bascule. Il faut être très prudent parce que quand on parle du monde entier, on parle de destin, de pays, de civilisation, de gens qui sont évidemment dans des situations très différentes. Si on prend ce qui est proche de nous, le monde occidental, on s'aperçoit qu'après, finalement, l'arbre a été au fil des siècles très présent dans le paysage rural, dans la vie de tous les jours. Donc, il était à la fois coupé, mais il était aussi vénéré. Et puis, c'est devenu quelque chose de gênant. Et ça a été un point de bascule aussi fantastique. Quel moment ? Mais ça, c'est après-guerre. Après-guerre, gênant dans les champs, donc on a arraché toutes les haies. Gênant parce qu'on considérait que les forêts étaient improductives, il fallait toujours plus de terre pour cultiver, etc., etc. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on redécouvre que l'arbre est irremplaçable, magnifique, extraordinaire, et notamment avec cette chose fabuleuse, c'est que l'arbre, c'est quoi ? D'abord, c'est la vie, mais c'est l'ombre. C'est l'ombre. Or, on ne parle que de ça tous les jours. Il suffit de se promener dans les villes, de se dire, mais attends, mais là, on ne devrait pas y avoir là une rangée d'arbres. On n'aurait pas pu mettre des arbres à la place de ça, des arbres qui vont couvrir le bitume, qui vont nous donner de l'ombre. On va avoir un grand appétit d'arbres parce qu'on a une grande nécessité d'ombre. Et une grande soif d'ombre, du coup. Soif d'ombre. Il y a une nouvelle activité qui est liée au bien-être, la sylvothérapie, où c'est relativement récent. Et aussi, c'est une manière de revénérer ces forêts, ou oui. C'est passager Non, je pense que c'est pas du tout passager. Un peu comme on a redécouvert les huiles essentielles et leurs vertus, on redécouvre que dans le monde dans lequel on vit en Occident, faire une promenade en forêt, c'est de façon très simple arriver à changer d'univers. On change d'univers. On repénètre dans l'univers du silence, du vent dans les branches, des chants d'oiseaux. C'est quelque chose. Et des odeurs qui sont omniprésentes. C'est quelque chose de merveilleux qui me fait d'ailleurs penser que est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à apprendre les arbres à l'école primaire aux petits-enfants de façon encore plus appuyée que je sais qu'on le fait, mais quelque chose de vraiment fondamental. Peut-être, je pense souvent à ça, c'est un peu provoquant, mais dire faisons une classe d'une demi-heure en plein soleil et ensuite bougeons la classe à l'ombre d'un chêne pour la demi-heure suivante. Je pense que les enfants comprendront très très bien ce qu'est un arbre. C'est très parlant. Alors on parle forêt, arbres, plantations. Et si vous le voulez bien, nous allons nous arrêter sur 3 d'entre eux qui sont chers à votre cœur. Parce que là, on parle de forêt européenne, occidentale, etc. Cependant, dans votre livre, vous en parlez avec affection. Le gaillac, le cèdre et le hêtre. Le gaillac, au chapitre 12, surnommé le bois bleu, vous a donné son parfum et raconté sa vie. À vous qui venez d'y mettre un terme. Quel lien avez-vous avec cette espèce du Paraguay dans le livre qui devient bleu au contact du don d'essence avec l'air et qui sent bon ? D'ailleurs, qu'est-ce qui sent ? C'est la note boisée pour moi. C'est une note boisée très puissante, beaucoup moins légère que celle du cèdre, beaucoup moins aromatique, plus lourde, qui tend vers le cuir, combine puissance et finesse. En fait, le gaillac, c'est un arbre totalement méconnu, inconnu, et absolument extraordinaire. Voilà, il ne pousse que dans la forêt du Chaco. Le Chaco, c'est une forêt primaire sèche qui est sous l'Amazonie, la deuxième grande forêt d'Amérique du Sud, mais bien moins connue que l'Amazonie, complètement menacée. Pourquoi ? Parce que les Paraguayens font partie des pays qui déforestent le plus vite et le plus fort encore aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils considèrent que cette forêt ne sert à rien et qu'il faut la remplacer par des pâturages sur lesquels ils vont continuer à faire du bœuf qui, lui, leur apporte de la richesse. C'est facile de dire que c'est pas bien, mais en même temps, eux, ça leur sert à vivre. Donc, ce qui nous place au cœur des débats sur cette histoire de forêt. Mais dans le Chaco, dans cette forêt qui est extrêmement hostile, je raconte les histoires des guerres qui s'y sont déroulées, des souffrances que la forêt a infligées aux hommes. Dans cette forêt sèche, épineuse, grise, impénétrable, hostile à tout point de vue, dans lequel on manque d'eau, prospère un arbre absolument fabuleux. Dense, plus dense que l'ébène, très dur, et qui, dès qu'on le coupe, effectivement, devient bleu, nous révèle son parfum, la beauté de son bois. C'est juste extraordinaire. Et donc, je raconte cette histoire parce qu'il se trouve qu'elle est actuelle,
que la forêt existe encore et qu'on doit se poser la question de dire mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on essaie de sauver ce gaillac ? Et je raconte qu'il y a des initiatives qui sont en cours, des gens qui ont vraiment pris le sujet, des gens du monde de la parfumerie qui disent on va montrer aux propriétaires que si on fait une exploitation raisonnée du bois de gaillac dans leur terrain, ça peut leur donner suffisamment de revenus sur leurs hectares pour éviter de ficher en l'air cette forêt et de faire du bœuf. Est-ce que vous avez un souvenir ou des anecdotes de l'utilisation du bois de gaillac par les parfumeurs que vous avez croisés dans toute votre carrière et comment ils se sont appropriés ou plongés dedans ? Alors comme souvent, et c'est pas du tout une critique, mais c'est un constat très intéressant, le gaillac, on dirait que le mot existe, on sait que sur la palette, il y a de l'essence de gaillac, mais au fond, on ne s'est jamais trop posé de questions de pourquoi, d'où ça vient, depuis quand, etc. Ça fait partie de ces inventions assez tardives. C'est une huile essentielle qui date du 19e siècle. Et puis on l'a adoptée, comme on a adopté le cèdre de Virginie, et puis un certain nombre d'autres grandes notes boisées. Ça ne vient que du Paraguay. Mais très tôt, les Grassois, quand ils allaient au Paraguay, ils y allaient d'abord et avant tout pour le petit grain, c'est-à-dire l'essence de feuillage d'oranger amer, qui est un oranger amer sauvage très particulier qui pousse au Paraguay et qui le distingue des orangers méditerranéens. Et puis, étant sur place, ils ont découvert deux bois très odorants, le Cabréouva et le Gaillac. Et donc, le Gaillac est rentré dans la palette. Mais au fond, je suis sûr que si on fait le tour de tous les laboratoires de parfumerie aujourd'hui en demandant aux gens le Gaillac, ils vont dire « Ah, je crois qu'il y a eu des problèmes, c'est un peu embêtant, mais voilà. » Mais, constat, il y a un peu de Gaillac dans tous les parfums. Oui. On n'a pas tenté de le planter dans notre sud de la France ? Non, je crois qu'il lui faut des conditions très particulières. Et il lui faut une grande extension, beaucoup de plein. Il est très bien là où il est, il suffirait de le laisser tranquille. Autre arbre, cher à votre cœur, le cèdre. Un peu comme en filigrane, cette fois, vous convoquez Gustave Doré, que vous évoquez pour nous en parler et de l'importance de son histoire, sa présence dans la Bible, on l'a dit tout à l'heure, pour construire le temple, jusqu'au milieu du 19e, époque du charbon et du métier du diable, comme vous l'appelez dans le chapitre 7. Et on traverse les âges comme ça, avec cette espèce dont vous dites « Brûler des morceaux d'arbres, c'est comme plonger dès lors aux origines de l'homme et de la vie ». Et vous parlez de cette action en parlant du cèdre. Histoire fabuleuse. Il n'y a pas d'histoire de forêt plus fabuleuse que celle du cèdre, puisque toutes les civilisations, sans exception de l'Antiquité, depuis les plus anciennes, c'est-à-dire les Égyptiens et les Mésopotamiens, il se trouve que les deux étaient très dépourvus de gros arbres, et ils se sont retrouvés sur les montagnes du Liban pour prélever des cèdres. Et pourquoi prélever des cèdres ? Parce que cet arbre, indépendamment du fait qu'il est absolument somptueux et qu'il n'y a peut-être pas d'arbre aussi beau, eh bien, il a un bois qui se travaille très bien, qui convenait très bien notamment pour faire des bateaux. Et en plus, ce bois sent divinement bon. Et je dis divinement justement parce que... Faites-nous sentir avec vos mots. Écoutez, je crois que peut-être la meilleure façon d'évoquer l'odeur du cèdre, c'est de rappeler que quand on a découvert la tombe de Khéops, dans cette tombe, il y avait un bateau en pièces détachées qui, une fois qu'on l'a réassemblé, s'est avéré une barque extraordinaire de 40 mètres de long. Cette barque était faite à 90% en cèdre et 4000 ans après le règne du pharaon, elle continuait à sentir. Le bois sentait toujours. Le cèdre est ce qui illustre pour moi le mieux ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de la forêt éternelle. C'est un bois qui ne pourrit pas, qui n'est pas attaqué par les insectes. Et quand le roi Salomon décide de construire son palais en cèdre, il le fait à la fois pour la robustesse de ses colonnes de bois et pour l'odeur. Et alors, quand à sa rencontre arrive la reine de Saba avec ses chameaux chargés d'encens, alors pour moi, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'assister à la rencontre de l'encens et du cèdre. Et au fond, c'est peut-être la première naissance de la parfumerie, cette rencontre. La rencontre de la résine et de l'odeur de la résine qui brûle et du bois odorant. Il y a un parfum boisé que vous affectionnez plus particulièrement, dans lequel peut-être cette rencontre a été bien traduite ? Oula, alors je suis pas spécial. Alors là, il se passe quelque chose d'assez compliqué, c'est que dans les parfums boisés, on met du bois, mais on met aussi du vétiver et du patchouli. Voilà. Alors beaucoup de mes parfums préférés contiennent les bois qu'on a évoqués, mais contiennent aussi du vétiver. Au chapitre 6, vous rendez hommage au hêtre et vous écrivez à son propos, page 80, un arbre, le hêtre, symbolise pour moi l'identité des forêts européennes, le passage du monde originel au monde industriel, le témoignage encore vivant de la forêt initiale. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Le hêtre, c'était une des deux essences principales des boisements européens avec le chêne. Et il se trouve que très tôt, on a découvert que, en plus de ses qualités de bois, il faisait un charbon de bois excellent. Or, on a oublié ça ou on ne sait pas ça. L'histoire des forêts en Occident, c'est l'histoire du charbon de bois. C'est une histoire absolument phénoménale. C'est-à-dire que on avait besoin de bois pour tout, pour construire des charrettes, pour construire des maisons, pour construire voilà. Mais avant tout, on avait besoin de bois pour alimenter les forges qui forgeaient le métal. Autrement dit, on a mangé les forêts pour forger des outils qui eux-mêmes accentuaient notre capacité à faire reculer la forêt au profit de l'agriculture. Le métal des charrues, le métal des haches. Et il faut savoir que le charbon de bois a été produit en Europe de la même façon depuis le plus haut Moyen-Âge jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire avec des meules faites en forêt, entièrement à la main, par des gens qui vivaient dans la forêt, dans des conditions complètement primitives, extrêmement émouvantes. Dans les dernières époques, c'est les familles italiennes qui étaient venues du Piémont et qui allaient profondément dans la forêt. Et il y avait les coupeurs qui coupaient des stères toute la journée, puis il y avait ceux qui faisaient les meules. Et effectivement, on a parlé du métier du diable parce que le charbonnier s'est acquis une réputation. Il était noir de suie et donc forcément un peu menaçant et soupçonné de pactiser avec le diable. Donc cette histoire du charbon de bois, je la raconte parce que c'est elle qui est très profondément responsable du déboisement qu'on a réalisé de façon inconsciente jusqu'à ce qu'en 1850, tout d'un coup, on réalise ça. Et alors en France, il y a un exemple tout à fait clair et qui illustre très bien ça. Il n'y a plus de bois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'urgence en planter. Et qu'est-ce qu'on plante? Napoléon III décide qu'il faut couvrir la forêt des Landes de pins maritimes. Et en quelques décennies, on a créé cette forêt qui est aujourd'hui la plus productive d'Europe et qui marque bien un tournant, c'est-à-dire la prise de conscience que l'anéantissement des forêts n'est pas compatible avec nos besoins et que donc il faut planter. Et on rentre dans l'ère des plantations industrielles. Vous en avez évoqué quelques-uns tout à l'heure. Tout le long de ce livre, vous rendez donc hommage aux métiers, à tous les métiers qui touchent de près ou de loin les arbres. Bûcherons, planteurs, coupeurs, chasseurs-cueilleurs, agriculteurs. En commençant par évoquer votre père et votre premier contact avec les arbres dans votre enfance. C'est assez touchant, cette entrée dans la vie. On a l'impression qu'il y a un parcours initiatique au contact de votre papa dans les forêts, de façon familiale. Il n'y avait pas forcément, vous étiez jeune, pas forcément d'arrière-pensée, mais ça vous amenait loin quand même, cette immersion très tôt dans la forêt. Oui, alors ça, c'est les hasards de la vie, mais je suis évidemment profondément ému et reconnaissant à mon père de m'avoir immergé dans cet univers. Lui-même l'avait découvert presque par hasard en allant découvrir les États-Unis, jeune homme, avec ma mère, était devenu, par nécessité, était devenu bûcheron en Idaho, en Alaska. Et puis il est descendu en Californie et il a rencontré à cette époque, c'est tout à fait passionnant, qu'on continuait à couper les séquoias primaires de cette forêt extraordinaire. Et j'avais des conversations avec lui tout à fait passionnantes, dans lesquelles il m'expliquait, mon père était un grand amoureux des arbres, il a coupé beaucoup, mais il en a aussi beaucoup planté, donc je ne pouvais pas le soupçonner de ne pas aimer les arbres, mais il me disait que le travail était tellement dur, face à ces colosses, à ces monstres d'arbres, que personne ne se posait la question de la finitude de la ressource. Or là, on est en 1950, on n'est pas un siècle avant. Les premiers séquoias, on les coupe avec la ruée vers l'or en Californie en 1850. 100 ans après, on avait coupé 80% de la forêt et on avait toujours ce sentiment d'immensité, de non-finitude, complètement erroné. Et il va falloir l'arrivée de la contre-culture au sens large des années 70 aux États-Unis pour qu'on porte un regard différent là-dessus en disant « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Stop, arrêtez tout !» Il faut préserver ce qui reste. Les tout premiers, c'est les années 70. Ensuite, il y a des mouvements vraiment structurés dans les années 90. Je raconte une histoire assez extraordinaire de Julia Butterfly, la femme qui est montée dans un séquoia pour empêcher son abattage et qui n'en est jamais redescendue pendant 2 ans. Ça paraît pas croyable, mais c'est vrai. Et donc, là aussi, c'est une forme de bascule. Julia, en faisant ça, elle dit « Non, c'est pas possible. On peut pas continuer à avoir cette relation-là avec les arbres. Moi, j'aime les arbres. » Et au fond, beaucoup plus qu'un acte militant, c'est un acte d'amour, c'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse de l'arbre dans lequel elle va rester 2 ans, avec des histoires extraordinaires de comment elle essuie des tempêtes et elle se cramponne
à des branches de cet arbre comme elle se cramponnerait à quelqu'un, à un être vivant. Ah, mais les militants la ravitaillaient tous les jours. La plateforme où elle vivait, était à 60 mètres de haut. Et elle avait un téléphone, elle. C'était quelle époque, ça ? 2000. Ah, c'est tout ? Oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle est toujours vivante, elle a écrit un livre, son histoire a fait beaucoup parler, il y a quelques célébrités qui sont venues passer quelques heures sur la plateforme avec elle. Mais ce qui est inouï dans cette histoire, c'est que jusqu'au bout, les compagnies forestières ne voulaient pas qu'elle gagne. On négociait pied à pied, ça a été terrible. Et quand elle est descendue de l'arbre, quelques semaines plus tard, il y a un gars qui est allé essayer de le couper et ils ont réussi à le sauver. C'est peut-être la première qui a inventé le tree hugging, qui est maintenant si populaire. On enlace les arbres. Grand basculement quand même très intéressant dans la relation des gens avec les arbres. Justement, cette relation avec les arbres et avec l'odeur des arbres, pour terminer, vous l'évoquez très très tôt, très très jeune, avec délicatesse dans vos pages, et cette forêt qui agit sur votre odorat et son rôle dans toute votre carrière. Des forêts, j'ai appris à sentir, à aimer le parfum. Mon enfance m'a révélé simultanément la beauté des arbres, le parfum des arbres et le bruit des tronçonneuses. Le parfum n'est jamais loin des arbres, il est devenu pour moi un fil conducteur, le témoin de la pérennité silencieuse des forêts. Aller à la rencontre des arbres est une source d'émerveillement, un bonheur durable et toujours recommencé. Certes, vous seriez né avec un père banquier ou boulanger dans une grande ville goudronnée, pas sûr que vous en seriez là aujourd'hui, c'est ça ? Non, c'est vrai, je considère que j'ai eu énormément de chance parce que c'est une façon de découvrir la beauté du monde qui est formidable. Et alors, vraiment pour moi, relier l'arbre et le parfum, c'est pas du tout artificiel, bien entendu. Les parfums sont faits de bien d'autres choses que des odeurs boisées, mais quand même ce lien. Et ce que je trouve formidable, j'essaie d'expliquer dans ce livre pourquoi, au fond, je pense que c'est les forêts qui gagneront toujours, même si à court terme, aujourd'hui, on voit des millions d'hectares brûlés au Canada. Mais moi, j'ai vécu, sur ma très très courte vie, les incendies des forêts méditerranéennes dans les années 70, et je vois ce que beaucoup de ces incendies sont devenus aujourd'hui. La forêt est revenue. La forêt revient toujours. Je raconte cette chose fabuleuse qu'on ne sait pas assez, c'est que la civilisation maya, qui était extraordinaire, qui était très étendue, qui est très récente, puisque l'abandon des villes mayas, c'est vers l'an 900 de notre ère, eh bien, en un millénaire, la forêt a tout avalé, tout mangé, tout recouvert. Et on continue à découvrir aujourd'hui, avec les méthodes de satellites, de repérage, etc., on est obligé de faire abstraction de la forêt qui a repoussé. Autrement dit, quelle plus belle illustration que le pouvoir de la forêt silencieuse qui a tout son temps et qui finit par revenir et reconquérir. Essayons de composer un peu plus, essayons de faire partie de cette beauté en mouvement. On en revient toujours là. Il faut impérativement réussir cette forme de réconciliation avec les arbres. Pour terminer, c'est votre citation à la question « Pourquoi ce livre ?» Et vous répondez « Dans ce livre, j'ai voulu raconter l'histoire des arbres et leur exploitation, partager le parfum de mes rencontres avec quelques forêts d'exception, dire la fragilité et l'urgence. » Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots et quelles actions concrètes nous invitez-nous à poser ? Alors, je crois qu'il y a deux grands sujets. Il y a le sujet des zones tempérées et le sujet des tropiques. Le sujet des tropiques, il est terrible, mais il est fondamental. C'est comment est-ce qu'on peut arrêter de massacrer les dernières forêts tropicales. Je dis que c'est terrible parce que c'est très difficile. Je raconte dans le livre, là encore, comment des gens à Bornéo me racontent le plaisir et la joie qu'ils ont de voir la forêt primaire disparaître au profit des palmiers à huile. Ils sont sincères, c'est pas des gens méchants, c'est des gens, voilà, ils pensent qu'à court terme, ça va améliorer leur vie, donc pourquoi pas le faire. Et moi, pendant ce temps-là, je suis malade. Je suis malade de voir ça, c'est un spectacle insupportable. Mais moi, c'est le petit occidental qui est malade au pays de gens qui vivent là. C'est compliqué. En Afrique, les fameuses forêts du Congo, dont on dit mais c'est pas possible, etc., elles sont pleines de gens qui y vivent, de peuples, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Décréter que tout ça, du jour au lendemain, doit devenir un immense parc international dans lequel on ne fera plus rien, c'est pas possible. Alors il faut absolument arriver, pays par pays, zone par zone, à résoudre ce problème-là. Et puis, nous, les problèmes de l'hémisphère nord, pour faire simple, des zones tempérées, ils sont beaucoup plus simples.
il faut bien entendu préserver ce qu'on a, mais globalement, nos forêts sont pas si mal gérées que ça. Il faut planter. Et quand on plante, il faut sortir de ce qui est évidemment détestable, c'est-à-dire les plantations mono-essence, les rangées d'eucalyptus, les rangées de pins Douglas qui ont massacré beaucoup de paysages dans le Morvan et ailleurs, alors que franchement, il ne serait pas beaucoup plus difficile de faire des choses à essence mélangée. Alors, ce qui rend optimiste aussi, c'est que le changement climatique va nous pousser à beaucoup évoluer. On a des compétences en foresterie, notamment en France, qui sont énormes, énormément de talent. Je pense qu'on commence à sentir les prémices d'une bascule où on va beaucoup plus respecter les arbres et faire des forêts beaucoup, beaucoup plus avenantes. Est-ce que c'est une cause qui peut être défendue à échelle du Parlement européen ou même de l'UNESCO, à échelle mondiale? Vous savez, comme des organisations ou même des fondations, peut-être que c'est votre projet, je ne sais pas, pour aller porter ce message à une échelle beaucoup plus grande. Profondément, moi, je pense qu'il faut de tout. On ne peut pas reprocher au président Macron quand il dit qu'il va falloir planter 1 milliard d'arbres. Ça, c'est des grands chiffres, des grandes décisions. Moi, je pense que ce qui est fondamental, c'est un basculement presque individuel. Regardons les choses en face. Il y a des gens qui spontanément aiment les arbres, il y a des gens qui spontanément, ça leur est complètement égal, et il y a, et notamment dans le Sud, beaucoup de gens qui n'aiment pas les arbres parce que pour eux, c'est un obstacle à plus de prospérité. Donc, considérons tout ça, mais la bascule, c'est qu'il faut que l'humanité, à marche forcée, se mette à aimer les arbres et que ça devienne une cause sacrée, une cause sacrée. On ne s'en sortira pas autrement. Et là-dedans, c'est pour ça que j'insiste, en disant chaque initiative de gens qui, au Brésil, sur les côtes africaines, partout, même les grandes initiatives pour faire reculer le désert en faisant des barrières vertes, tout ça est souvent beaucoup critiqué, etc. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre. Tous les efforts sont utiles. Y compris dès l'école, des cours particuliers plus précis que des cours de géographie sur nos frontières qui bougent. Oui, parce que là aussi, la forêt rejoint le parfum, c'est-à-dire que souvent, ce sont des sujets qui sont très mal connus. On n'éduque pas notre nez et peut-être qu'on n'éduque pas assez notre connaissance qui pourrait rester minimale, mais quand même des arbres. Bien savoir reconnaître un chêne, pas parler d'un sapin à chaque fois qu'on voit un résineux, voilà. Et au fond, si on ne nous l'apprend pas, on n'a pas de raison de le savoir. Et c'est cette génération qui va apprendre et qui va prendre le sujet en main pour replanter. On ne sera plus là pour le voir. La jeune génération, j'en suis persuadé, va être amoureuse des arbres. Ça, c'est une certitude et ça fait chaud au cœur. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Merci Dominique. Merci beaucoup Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur La Voie du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voie du Parfum, le podcast. À bientôt!